Bien, merci d'abord de votre invitation et je vais essayer de répondre évidemment à vos questions en précisant d'emblée que évidemment la crise de la démocratie ne se résout pas dans la crise des institutions. Ce n'est qu'un des éléments éventuels de la crise de la démocratie. Le contenu des politiques menées est évidemment un des éléments qui peut expliquer la crise de la démocratie. Ceci dit, je suis constitutionnaliste. Vous m'avez demandé de parler du rôle des institutions dans la crise de la démocratie. Et je vais le faire en mettant peut-être l'accent sur trois points qui sont des éléments, à mon avis, constitutifs de la crise. Le premier, c'est l'équivoque. Le deuxième, vous l'avez abordé, c'est le déséquilibre. Et puis le troisième point, c'est l'oubli. Ces trois points me paraissent être des éléments importants dans la part des institutions dans la crise de la démocratie. Sur le premier point, sur l'équivoque, pourquoi l'équivoque est un des éléments de la crise? Parce que notre système politique repose sur deux constitutions en une, en quelque sorte. On a deux constitutions en une. On a une constitution à structure parlementaire, celle de 1958, avec un Premier ministre, articles 20 et 21, qui détermine et conduit la politique de la nation, qui est responsable devant le Parlement. Donc on a une structure parlementaire. Et on a un président de la République qui est, article 5, un simple arbitre. Il veille au bon fonctionnement des institutions. Et pour reprendre évidemment une image galvaudée, mais il faut prendre les images qui font sens, le président n'est pas un joueur, n'est pas un acteur, le président est un arbitre. Celui qui joue, c'est le Premier ministre, le gouvernement, la majorité et l'opposition. Et ça, cette structure parlementaire, elle est toujours présente. Elle était présente dès 1958 et elle est encore présente en 2018. Le problème, vous le savez, c'est que c'est surajouté à cette constitution de 1958 une deuxième constitution, la constitution de 1962, où le général de Gaulle a fait décider que désormais le président serait élu par le peuple. Et donc vous avez un élément du régime présidentiel. On a dit tout à l'heure, on est dans un régime semi-présidentiel. On peut discuter de la qualification. Certains disent semi-parlementaire. Bon, ça dépend de quel côté on se place. Mais en tous les cas, il y a deux constitutions en une. Et le problème depuis 1958, c'est qu'on ne sait jamais réellement qui gouverne. Dans les autres pays, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, on sait qui gouverne. Le Premier ministre. En France, on pense que c'est le président de la République qui gouverne, alors que la Constitution dit que ce n'est pas lui qui gouverne, mais le Premier ministre. Et en même temps, comme dirait l'autre, quand on regarde l'histoire constitutionnelle de la Ve République, on se rend compte que, malgré les apparences, le président de la République n'a pas toujours eu le pouvoir de dernier mot et que c'est le Premier ministre qui l'a emporté. C'est Pompidou qui impose à De Gaulle la dissolution en 1968. À De Gaulle. Il y a toujours eu des conflits entre le président de la République et le Premier ministre, quelle que soit la couleur politique, qu'on soit en période de concordance de majorité ou de coïncidence de majorité. Donc, on a deux constitutions en une, et c'est ce qui conduit à cet équivoque. On ne sait jamais réellement, vraiment, qui a pris la décision. Sur la question du code de nationalité sous Hollande, qui a pris la décision, Hollande ou Valls? Bon, alors certains bien introduits peuvent le dire, peuvent le savoir, mais les citoyens, qui a pris vraiment la décision? Il y a donc une indétermination quant à la responsabilité, avec ce problème qui en découle, c'est qu'aujourd'hui,
Alors, qui est un problème grave sur le plan, je dirais, pédagogique. Quand on enseigne à nos étudiants de première année, quand j'enseigne à mes étudiants de première année en droit constitutionnel, qu'en France, sous la Ve République, le président ne gouverne pas, ils pensent que j'ai fumé la moquette le matin avant de rentrer en cours. Parce qu'ils me disent, monsieur, mais vous mentez. Vous n'êtes pas un bon professeur. Je leur dis, mais attendez, regardez. Il y a marqué, article 20, c'est... Mais alors les textes, à quoi ils servent alors? Autrement dit, nous sommes dans un régime qui décrédibilise l'écrit et qui font que les jeunes, voyant que ça se passe différemment que ce qu'il y a écrit dans le texte, évidemment, ne croient pas au texte. Et après, ne croient pas au code pénal, ne croient pas au code civil, ne croient pas au code, etc. Donc, il y a un élément, je dirais, au-delà institutionnel, il y a un élément grave dans ce décalage. Est-ce que la solution, c'est de revenir sur l'élection présidentielle par le peuple? Pourquoi pas? Mais je crois que là aussi, le droit comparé montre qu'il n'y a pas de lien mécanique, automatique, entre élection du chef de l'État et primauté présidentielle. Si vous prenez le Portugal, la Roumanie, la Pologne, la Finlande, l'Islande, l'Autriche, tous ces pays élisent le président de la République au suffrage universel, et dans tous ces pays, c'est le Premier ministre qui dirige, ce n'est pas le président. Donc, la suppression de l'élection populaire du chef de l'État ne résoudrait pas, comme par enchantement, la question de l'équivoque constitutionnel. J'ai proposé, il y a quelques années, une révision de la Constitution qui consisterait à faire sortir le président de la République de la présidence du Conseil des ministres et d'inscrire dans la Constitution que le Conseil des ministres est présidé par le Premier ministre et se tient à Matignon et non pas à l'Élysée. Ce qui veut dire qu'on déconnecterait le président du lieu où est censé se prendre les décisions, c'est-à-dire le Conseil des ministres. Vous dévitalisez la fonction présidentielle en enlevant le président du lieu où se détermine la politique du pays. Ça, c'est l'équivoque. Le déséquilibre, c'est, vous l'avez souligné, le déséquilibre qui est un des éléments de la crise, c'est que notre système constitutionnel de la Ve République est un système sans contre-pouvoir. Et c'est là que la crise me paraît le plus grave. Vous connaissez tous Montesquieu, il faut l'équilibre des pouvoirs, la liberté politique, la démocratie tient à l'équilibre des pouvoirs. Et pour Montesquieu, l'équilibre des pouvoirs, à son époque, c'est le roi, pouvoir absolu, et qu'est-ce qui fait contrepoids au roi? L'Assemblée, le corps législatif. Et vous avez check and balances, vous avez le pouvoir exécutif et le corps législatif, ils sont équilibrés. Et nous sommes encore, je crois, dans cette problématique de rechercher dans le Parlement l'instrument d'équilibre du pouvoir exécutif. Et là, je dis erreur. Je dis erreur parce que, et pas une erreur qui tient à la Ve République, je dis qu'aujourd'hui, on constate, contrairement à Montesquieu, on constate que l'exécutif et le législatif ne sont pas séparés. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Maurice Duverger qui longtemps l'a montré. Il y a, Vedel dit aussi, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont soudés. Ils sont soudés l'un à l'autre. Et ça ne tient pas à la Ve République. En Allemagne, en Italie, en Espagne, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont soudés. C'est-à-dire, celui qui gagne les élections, le parti ou la coalition qui gagne les élections, gagne le pouvoir de faire la loi législative et de la mettre en œuvre, exécutive ou inversement. Par conséquent, ce n'est pas dans l'Assemblée nationale, dans le Parlement, qu'il faut trouver les contre-pouvoirs. On n'a plus de contre-pouvoirs. Il faut donc aujourd'hui imaginer ce que Montesquieu a fait en 1756, je crois, c'est-à-dire imaginer des institutions qui permettent de faire équilibre au bloc législatif-exécutif. Alors, quelles sont ces institutions? Il y a la presse.
assurer dans la Constitution le principe de l'indépendance, du pluralisme et de la liberté de la presse, ne pas haïr les médias et ceux qui les animent, par exemple. C'est le principe de l'indépendance de la justice comme contre-pouvoir, donc une réforme profonde du Conseil supérieur de la magistrature. Alors certains savent peut-être ici que je suis, moi, pour la suppression du ministère de la Justice. Mais bon, je développerai, si vous voulez, cette élucubration. Mais restons calmes. Une réforme du Conseil supérieur de la magistrature permettant d'assurer l'indépendance de la justice, c'est-à-dire que ça ne soit plus le ministère de la Justice qui soit le maître de la formation des magistrats, qui soit le maître de la nomination des magistrats, notamment du parquet, et qui soit maître de la discipline des magistrats du parquet, me paraît être un élément, justement, qui va mettre en avant un contre-pouvoir. Je parlerai évidemment, simplement rapidement, du Conseil constitutionnel. Il faut enfin supprimer les membres de droit, les anciens présidents de la République, comme membres de droit du Conseil constitutionnel, et faire en sorte qu'on ne puisse plus passer, que le matin, ce soit plus possible que le matin on soit ministre des Affaires étrangères et le soir président du Conseil constitutionnel. Il y a un truc là qui pose problème au niveau de la séparation des pouvoirs et de l'exercice des contre-pouvoirs. Donc, une des raisons de la crise, c'est le déséquilibre. Comment remédier à ce déséquilibre et donc essayer de sortir de la crise? Bien sûr, peut-être améliorer le Parlement, mais dans toutes les démocraties, il y a ce bloc exécutif-législatif. C'est donc ailleurs qu'il faut chercher les instruments d'un rééquilibrage des pouvoirs et par conséquent d'une liberté politique. Et puis, dernier point, si j'ai un peu de temps, le dernier point, c'est l'oubli. Alors l'oubli, c'est le citoyen. L'oubli, c'est le citoyen. Le citoyen reste aux portes de la sphère de production des politiques publiques. Le citoyen reste aux portes de la production, du domaine de production des lois, des normes. Hein. Et tous nos systèmes politiques reposent sur l'unidimensionnalité de la figure du citoyen. Le citoyen est électeur. On n'a pas bougé depuis Montesquieu. Hein. Un citoyen n'est bon qu'à élire son représentant. Mais après, il faut surtout qu'il ne s'occupe pas des affaires publiques, qu'il s'occupe de ses affaires à lui, mais qu'il ne s'occupe pas des affaires publiques. Ça, c'est trop sérieux. C'est les représentants qui doivent. Et là, si vous voulez, ça me paraît être cet oubli du citoyen dans la Constitution, cet oubli du citoyen dans la production des politiques publiques, me paraît, vous le rappeliez, vous le disiez dans les micro-trottoirs, me paraît un élément important. Alors, évidemment, on va fêter les 50 ans de mai 68, c'est ça? Bon, on retrouvait presque élection piège à con. Alors, élection piège à con, oui, élection piège à con. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, je crois, et aussi on le montre, je crois que vous le montrez dans certains sondages, c'est que vous avez aujourd'hui des électeurs qui s'abstiennent, qui ne votent pas, mais qui se considèrent comme étant citoyens, dans la mesure où ils sont engagés dans des conseils de quartier, dans des associations, parents d'élèves, dans des luttes locales contre ceci ou cela, ou qui sont lanceurs d'alerte, etc. Autrement dit, on a une réflexion à avoir, et ça tient, et ça fait un lien avec ce que j'ai dit sur le deuxième point. L'élection n'est plus le seul instrument par lequel se réalise, disons, l'espoir démocratique, hein, ou l'idéal démocratique. Ça passe par d'autres instruments. Et je crois que s'il y a une révolution constitutionnelle à faire, c'est moins de réfléchir sur un peu plus de pouvoir au Premier ministre, un peu moins au Président, un peu moins au Sénat, un peu plus à l'Assemblée, un peu bon. Si on fait ça, on va redistribuer le pouvoir à ceux qui l'ont déjà.
Bon, alors on aura peut-être amélioré un peu les choses, mais on n'aura pas fait une révolution. Je crois que si on veut penser la révolution, c'est qu'il faut transformer le citoyen, j'emploie un vocabulaire de Badinter, de mineur constitutionnel, qu'il est actuellement, à majeur constitutionnel. C'est-à-dire d'en faire un acteur de la production des politiques publiques. Vous avez distribué la Déclaration des droits de l'homme de 1789. C'est très bien. Mais vous avez oublié de mettre le préambule des articles. Et c'est terrible parce qu'on le fait très souvent, ça, cet oubli. Or, c'est-à-dire, le préambule, c'est les 10 petites lignes où les types de 89 disent « Voilà pourquoi on énumère les droits de l'homme. » Voilà pourquoi on énumère les droits de l'homme. Et qu'est-ce qu'ils disent? On énumère les droits de l'homme afin, premièrement, de permettre aux citoyens de comparer, relisez-le, parce que ce n'est pas écrit, mais de comparer ce qui est écrit dans la déclaration et ce que font l'exécutif et le législatif, premièrement, et deuxièmement, afin de permettre aux citoyens de réclamer contre les représentants le maintien de la Constitution, c'est-à-dire des droits fondamentaux. Autrement dit, une Constitution repose sur, à mon avis, 2 piliers. La représentation, qui me paraît nécessaire au fonctionnement démocratique, je ne suis pas partisan de la démocratie directe, la représentation, qui me paraît un moment nécessaire à la construction démocratique, et puis la réclamation, c'est-à-dire le pouvoir pour les citoyens d'intervenir, de contrôler ce que Alain appelait le citoyen vigilant. Le citoyen vigilant. Alors ce citoyen vigilant, aujourd'hui, il n'a pas d'instrument, il n'a pas d'outil pour intervenir. C'est comme, si vous voulez, si on dit qu'il y a le corps des représentants, le corps des représentants, donc les parlementaires, les sénateurs, etc., les députés, c'est le corps des représentants. Ce corps s'exprime par un organe qui est la voix. Les parlementaires parlent la voix. Et il y a le corps des représentés, nous. Et l'organe des représentés, c'est l'œil, le regard, le contrôle, pour comparer. Et si vous ne donnez pas aux citoyens des instruments leur permettant de voir, évidemment les citoyens sont aveugles et la démocratie est illibérale ou autoritaire. C'est pour ça qu'en Hongrie, dans tous ces pays, on supprime la liberté de la presse, on supprime, etc. Donc, il faut donner révolution, il faut donner aux citoyens les instruments leur permettant d'exercer cette vigilance. Par exemple, mettre dans la Constitution le statut constitutionnel d'un lanceur d'alerte civique, mettre dans la Constitution le droit de pétition et transformer le Conseil économique et social en une autre assemblée avec des citoyens tirés au sort. Et cette assemblée aurait pour rôle de recevoir les pétitions, de faire rapport sur les pétitions et d'obliger l'Assemblée nationale et le Sénat à étudier les pétitions, ce qui donnerait aux citoyens un pouvoir d'initiative parlementaire. Bref, il faut imaginer les institutions permettant aux citoyens de rentrer dans le processus de production des politiques publiques, car c'est par eux que se comblera le déséquilibre institutionnel et que l'équivoque institutionnel sera, espérons-le, levé. Je me suis certainement mal fait comprendre, puisque précisément, tout mon propos, notamment à la fin, consistait à faire introduire le citoyen dans la sphère de production des politiques publiques. Ce que je veux dire, si je ne suis pas pour la démocratie directe, c'est que je pense qu'on ne naît pas citoyen, comme disait... On le devient. Et on le devient par le travail de la représentation. Simplement, la représentation risque ensuite d'étouffer le citoyen qu'elle a produit. Et par conséquent, il faut redonner à ce citoyen les capacités d'intervenir. Et là, je reprends, mais évidemment, je n'ai pas eu le temps de tout parler, je reprends dans les propositions que je fais une des idées qui est inscrite dans la Constitution de 1793, c'est-à-dire d'inscrire dans la Constitution l'obligation pour les parlementaires de venir délibérer des projets et propositions de loi dans des assemblées primaires de citoyens.
C'est un projet ça paraît révolutionnaire, alors ça l'est peut-être puisque c'est dans la Constitution de 1793, ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est d'une banalité effrayante. Aujourd'hui, les projets de loi passent devant tout le monde, les énarques, etc., sauf devant le peuple. Donc je demande à ce que soit inscrit dans la Constitution l'obligation pour les députés, pour les parlementaires, de réunir des assemblées de circonscription et de débattre avec les citoyens des projets. Quant au rééquilibrage des institutions, je vous ai dit ce que je pensais sur le fait que l'exécutif et le législatif sont soudés. Si vous voulez une manière de les dessouder, sans jeu de mots sur le mot dessouder, si vous voulez une manière de le dessouder, c'est simple, c'est d'introduire la représentation proportionnelle. Parce que les députés Godillot, c'est quoi? Les députés Godillot, c'est le scrutin majoritaire. C'est automatique. Je veux dire, c'est pas à gauche, droite, etc. Bon, si vous introduisez de la représentation proportionnelle, vous libérez les députés par rapport à l'exécutif et vous obligez l'exécutif à délibérer des programmes de gouvernement. Alors, évidemment, ça met longtemps. On voit l'Allemagne, 5 mois pour trouver un gouvernement. Mais au moins, ils ont une culture de la délibération, une culture de l'échange, et non pas une culture bonapartiste comme la nôtre, avec laquelle il faudrait rompre. Je suis désolé, mais je dois partir. Mais en tous les cas, j'étais très heureux de partager avec vous. Merci.